Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Douglas Hofstadter et Daniel Dennett, Vue de l'esprit. Fantaisie et réflexion sur l'être et l'âme. Est-il possible que quelqu'un se trouve à deux endroits en même temps? Pas longtemps en tout cas, car ces deux êtres accumuleraient vite des souvenirs différents et auraient des vies différentes et deviendraient distincts. Vous êtes vous, car vous êtes un centre de conscience. Il n'y a pas de bonne théorie de la conscience. De l'intérieur, notre conscience semble évidente et omniprésente. Une lumière allumée ou éteinte. On considère les autres de l'extérieur. Pour Locke, il n'y avait rien de plus essentiel à l'esprit que la conscience, et plus particulièrement la conscience de soi. Pour Locke, comment les souvenirs sont présents dans notre esprit alors qu'ils ne sont pas présents à notre conscience? Freud fit l'hypothèse de l'existence de processus mentaux inconscients. Cette impossibilité conceptuelle devint honorablement admise par les théoriciens. Mon ça fait des cachotteries à mon moi. Locke fait d'autres égaux à l'intérieur de la psyché. En repoussant les limites du pensable, Freud a révolutionné la psychologie clinique. Seulement les esprits sont accessibles à des personnes extérieures, mieux qu'aux propriétaires de ces esprits. Il existe chez les sujets au moins deux consciences différentes, ne communiquant que partiellement entre elles. Borges se confessant à lui-même. Il a réussi quelques pages de valeur, mais ces pages ne peuvent rien pour moi, car ce qui est bon n'appartient à personne, mais même le langage et à la tradition. Je suis condamné à disparaître, et seul quelques instants de moi aura de chances de survivre dans l'autre. Borges avait l'impression d'être deux personnes, le personnage public et l'homme privé. L'esprit passant à une troisième personne, il ou elle, jeu de miroir. De l'homme attendant devant une vitre et se voyant se faire voler dans les poches. Cette personne, c'est lui, et il n'est pas facile d'avoir cette capacité d'autoreprésentation. Les Himalayas sont un lieu propice à des états d'esprit supérieurs. Là-bas, on s'arrête de penser. La raison, l'imagination et tout bavardage prennent fin. Comme si on vivait sans tête, éveil soudain. Si la tête fait défaut, le nez y est. Les abeilles connaissent la classe fleur, alors qu'elles ne peuvent formuler un concept humain. Seuls les humains savent empiler les catégories. Dans la théorie de la relativité d'Einstein en 1905, les observateurs se trouvant dans différents systèmes en mouvement les uns par rapport aux autres perçoivent le monde différemment. L'observateur joue un rôle dans la formation de la réalité physique. De spectateur, il devient une partie intégrante du système étudié. Avec la mécanique quantique, ce rôle a pris une place encore plus centrale, dans la théorie physique devenant un élément essentiel de la définition d'un événement. L'esprit de l'observateur s'est révélé être un composant nécessaire de la structure de la théorie. Heisenberg a insisté sur le fait que les lois de la nature ne concernaient plus des particules élémentaires, mais notre connaissance de ces particules, soit le contenu de nos esprits. Erwin Schrödinger a formulé l'équation fondamentale de la mécanique quantique et a écrit Mind and Matter. Paradoxe du chat de Schrödinger. Qui l'a tué? Deux camps s'opposent. Une physique qui prétend être complète car elle décrit la nature et une psychologie qui se veut universelle car elle traite de l'esprit, notre seule source de connaissance du monde. La mécanique quantique accorde un statut causal privilégié à certains systèmes appelés observateurs. Le cas du chat de Schrödinger pose l'idée de la superposition d'états quantiques. Tant qu'aucun observateur humain n'intervient. Objection de l'autruche. Les conséquences du fait que les machines pensent seraient trop terribles.
Il vaut mieux croire et espérer qu'elles ne peuvent pas le faire. Le fait de revendiquer que la machine ne peut pas faire d'erreur semble curieux. Sont-elles pires à cause de cela? Turing, les ordinateurs et l'intelligence. Jacques Monod accepte le fondement de la méthode scientifique, à savoir que la nature est objective et non pas projective. Quel progrès nous avons fait en compréhension et en maîtrise, en adoptant un point de vue selon lequel les objets et les événements n'ont ni but ni intention. Le rocher ne veut rien. Le volcan ne poursuit aucun but, la rivière ne cherche pas la mer, le vent n'a aucune destination. Du lézard au renard, du singe à l'homme, dans un regard en un mot nous nous unissons, nous touchons, mourons, servons l'esprit sans le savoir, le transportons, le transmettons. L'homme est le vase de l'esprit, écrit Éric Heller. L'esprit est le voyageur, il traverse le royaume de l'homme. Dawkins, nous sommes des machines de survie, des robots aveuglément programmés pour préserver les molécules égoïstes que nous appelons gènes, réplicateurs stables. Si un groupe d'atomes en présence d'une énergie constitue une forme stable, il tendra à rester dans cet état. La forme primitive de la sélection naturelle était simplement une sélection des formes stables et un rejet des instables. Comme de mauvaises copies furent faites et répandues, la soupe des premiers âges se trouva envahie par une population, non pas de répliques identiques, mais de plusieurs variétés de répliques de molécules, descendant toutes du même ancêtre. Une compétition s'instaura dans l'infini nombre de réplicateurs de molécules, car la dimension de la Terre est limitée. Gregor Mendel montra que les unités héréditaires peuvent être traitées en pratique comme des particules indivisibles et indépendantes. En fait, un gène n'est pas indivisible, mais il est rarement divisé. Il est soit définitivement présent ou absent dans le corps d'un individu donné. Sinon, la sélection naturelle serait impossible. Embarras à l'époque de Darwin, où l'hérédité était réputée être le résultat d'un mélange. Mendel ne réalisa pas la portée de sa découverte, sinon il l'aurait signalé à Darwin. Les animaux et les plantes évoluèrent en corps multicellulaires, copie parfaite de tous les gènes distribués à chaque cellule. Le corps étant une colonie de gènes et la cellule une unité de travail commode pour l'industrie chimique des gènes, unité de chaque animal. La machine à survie semble avoir un but, et aider les gènes à survivre avec un comportement analogue à celui de l'homme réfléchi. Le régulateur de Watt dit que plus la différence est grande, plus la machine travaille dur. Réponse négative ou de repos si les conditions désirées sont obtenues. Les gènes contrôlent indirectement leur machine à survie. Le nombre de mondes connus en diffusant les signaux radio sont de l'ordre du carré de la distance parcourue par le signal. Pour les baleines, leur champ met 2 heures pour traverser l'Atlantique et elles sont comme les astronautes sur Mars, la réponse mettant le même temps, long soliloque. Les baleines font des monologues de 8 minutes. Les gènes agissent de même par le contrôle de la synthèse des protéines, moyen puissant pour nous gouverner. Comme les programmeurs, les gènes fournissent aux machines à survie que des données générales. Le rôle des gènes est de prévoir, selon Jung. Les dangers de l'embryon sont dans le futur. Les gènes de l'ours polaire le font avec une fourrure et blanc. Les cerveaux ont la charge des affaires courantes des machines à survie. Ils ont le pouvoir de se rebeller contre les ordres des gènes, en refusant par exemple d'avoir autant d'enfants qui le pourraient. Nous sommes sous contrôle des gènes, mais indirectement. Les gènes se propagent en sautant de corps en corps par le canal des spermatozoïdes et des œufs. Nos gènes sont immortels, mais la collection des gènes qui forment chacun de nous sont voués à la disparition. Élisabeth II est la descendante directe de Guillaume le Conquérant, mais elle n'a pas un seul gène de l'ancien roi. Il est inutile de chercher l'immortalité dans la reproduction. Un poème écrit restera intact plus longtemps que vos gènes ne soient dissous dans le pool commun.
Un ou deux gènes de Socrate peuvent être ou pas vivants, mais son esprit est présent, selon Williams. La mécanique quantique a un atome comme l'oxygène avec ses 8 électrons, dépasse notre capacité de résolution analytique. Spinoza comprit que toute chose veut persévérer dans son être, la pierre éternellement pierre et le tigre tigre. Le holisme est ce qu'il y a de plus naturel à saisir au monde. Le tout est plus que la somme de ses parties. Le réductionnisme, un tout peut être parfaitement compris par toute personne comprenant ses parties et la nature de leur somme. La réponse révèle une vérité plus vaste, à savoir qu'il existe un contexte d'une plus grande ampleur qui englobe les explications holistiques et réductionnistes. Au cours des migrations, les fourmis nomades créent parfois des ponts vivants avec leur propre corps. Ainsi, le comportement collectif d'un système d'individus peut avoir des propriétés surprenantes. Le nombre 641 est un nombre premier, il n'a pas de diviseur. Et un domino qui ne s'activerait que lors de la découverte d'un diviseur ne tomberait jamais. L'observation confondant les forces fictives et la gravité est au cœur de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Un glissement du cadre de référence peut entraîner un glissement des perceptions et des concepts, un glissement de nos façons de percevoir les causes et les effets. Le finalisme est l'équivalent temporel du holisme. Le physicien John Archibald Wheeler a émis l'hypothèse que la raison pour laquelle les électrons sont semblables pourrait être qu'il n'y en a en réalité qu'un seul électron, allant et venant entre l'origine et la fin du temps, tissant la toile de l'univers physique en croisant et recroisant indéfiniment son chemin. Parménide avait raison, il n'existe qu'une chose unique. Mais elle a des composants spatio-temporels qui entretiennent des rapports avec d'autres composants et c'est cette organisation relative qui compte. Nous sommes partout où nous pensons être. Marvin Minsky est le fondateur du laboratoire d'intelligence artificielle du MIT, MIT. Technique de la téléprésence avec des vestes munies de capteurs de muscles vous fait agir à distance. Steve Merton a fabriqué un œil téléprésent qui bouge une caméra d'un immeuble. Agrandissant les tours du cou du double, un angle de 30 degrés vous donne une vision de 60 degrés, donnant l'impression d'un tour complet. Un Google équivaut à 10 puissance 100. L'idée des enregistrements d'esprit ne sera jamais possible. Les cerveaux ne sont pas identiques dès la naissance comme des empreintes digitales. Quant à la compatibilité avec un autre cerveau, cela paraît imaginaire. Le moi apparaît comme une ligne spatio-temporelle, s'auto-documentant en permanence. Le philosophe finlandais Eino Keikki a dit que la personnétique était la science la plus cruelle que l'homme eût jamais créée, production artificielle d'êtres raisonnables. La physique nous apprend que l'espace n'est pas un élément isolé par rapport aux objets et aux masses qui s'y trouvent. L'espace voit son existence conditionnée par ses corps. Quand il n'y en a pas, quand il n'y a rien au sens matériel, l'espace disparaît. Il retombe à zéro. Des systèmes mathématiques dans le monde personnoïdien créent un espace. Puis le programmeur choisit le fond vital, les fondations ontologiques de l'univers créé. Les personnoïdes perçoivent les variations de potentiel électrique, mais ils ne voient pas dans le sens des perceptions humaines. Les mathématiques sont devenues l'espace vital de l'intelligence, totalement immatériel, berceau de la naissance et lieu de résidence des personnoïdes. La logique de leur monde limite leur action. Ils se heurtent à l'énigme fondamentale de leur origine, incapables de dépasser le stade de l'intelligence résiduelle, car il leur est impossible de recourir à l'intelligence discursive. L'ordinateur ne peut jamais extraire de conscience de lui-même, car il n'en a pas. Les personnoïdes créent et sont dans des lieux clos stimulant l'infini. Ce sont des petits kystes de notre monde. L'expérience de Dobb à Oldport a produit un univers à 8 dimensions. Un langage a été introduit. Dans tous les cas, comme Pascal, Edan 197,
il était plus rentable de croire en Dieu, un croyant ne perdant rien en quittant ce monde, sinon la vie. Mais si Dieu existait, il gagnerait l'éternité, la béatitude éternelle. Ainsi, il fallait croire en Dieu, tactique existentielle, calcul visant à réussir sa vie le mieux possible. Adam 300. Il faut être reconnaissant à ce Créateur. Un jour, il faudra couper l'électricité, faute de budget de l'université. Ce sera la fin de ce monde. Le docteur Ian Cambé a même dit que je pourrais leur glisser notre existence. Quelle cruauté! Comment le libre arbitre peut-il coexister avec un substrat déterminé? Le libre arbitre est l'affaire du sujet qui agit de sa propre volonté, et non pas du Dieu au-dessus de lui. Dieu n'a jamais créé d'ange tout fait. Tous les êtres sensibles finissent par approcher de l'état que l'on pourrait appeler angélisme. Mais la race humaine en est à un stade d'évolution biologique et les anges sont le résultat d'un processus d'évolution cosmique. Le saint est plus âgé que le pécheur. Le mal est douloureux, le mal fait souffrir. Mon rôle, Dieu, dans l'ordre des choses, ce n'est ni de punir ni de récompenser, mais de favoriser le processus par lequel tous les êtres sensibles atteignent la perfection ultime. Je suis l'ordre des choses. Je suis le processus d'illumination. Le diable est inévitable. Ce n'est pas le péché en soi qui est mauvais, mais la souffrance qu'il cause. Avec le don du libre arbitre, les humains se blesseront moins mutuellement un jour. Goethe, en essayant de nous opposer à la nature, nous agissons précisément selon les lois de la nature. Quand les tyrans avaient des pouvoirs illimités, seule la peur de l'enfer pouvait les retenir. Zen Seng-san, si tu veux trouver la pure vérité, ne te soucie ni du bien ni du mal. Le conflit entre le bien et le mal est la maladie de l'esprit. Une personne est un amalgame d'une multitude de sous-personnes qui ont chacune leur volonté. Lao Tzu, le cygne n'a pas besoin d'un bain chaque jour pour rester blanc. Smulyan donne une définition du diable. C'est la durée malheureusement nécessaire aux êtres sensibles en tant que tout pour parvenir à l'illumination. Il faut payer son tribut au diable. Bennett et Chaitin. Et s'il cessait de rêver de toi de l'autre côté du miroir, forge Louis Borges. Son épigraphe est extraite d'un passage de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. René Descartes, rien ne permet de distinguer la veille du sommeil. Ma confusion est telle qu'elle parvient presque à me convaincre que je dors. Processus de création d'un moi. L'intentionnalité est par définition cette caractéristique de certains états mentaux qui fait qu'ils sont dirigés vers des états et des situations du monde. La conviction, les désirs et les intentions sont des états intentionnels. Certaines formes non dirigées d'anxiété et de dépression n'en sont pas. Aucun modèle informatique purement formel ne sera jamais suffisant, à lui seul pour qu'il y ait intentionnalité, car les propriétés formelles ne constituent pas à elles seules l'intentionnalité. Nous sommes des machines pensantes. Les esprits existent dans les cerveaux et pourraient bien un jour exister dans des machines programmées. Leurs propriétés causales ne découleront pas des substances qui les composeront, mais de leur conception et des programmes qui seront exécutés en leur sein. Prière d'un sceptique, Ernest Renan. Ô Seigneur, s'il y a un Seigneur, sauvez mon âme, si j'ai une âme. Une âme peut se briser. Le roman 1984, d'Orwell, décrit les mécanismes d'effritement d'une âme. La matière spirituelle est censée être hors de portée de la science, les physiciens postulant l'existence de l'antimatière. La métamorphose de Kafka est l'histoire d'un jeune homme qui s'éveille, transformé en scarabée, et qui pense néanmoins comme une personne. Une expérience ne devient-elle pas partie intégrante de vous, une fois qu'elle a été gravée dans la mémoire à long terme? Avec le LSD, le bouleversement est imprévisible. L'impasse résulte du sens que nous attribuons au mot « croire ». Un esprit ou un cerveau est en interaction avec le monde et connaît une transformation que l'on ne peut pas prévoir à partir de sa seule structure. L'inconscient intervient.
s'en remettre aux méthodes rigoureuses de la science, expérience, déduction, analyse mathématique. Ainsi, maintenir nos spéculations dans la limite de l'honnêteté. La science doit nous aider à comprendre ce que nous sommes et comment nous en sommes arrivés au stade actuel. John Locke s'est demandé ce qui se passerait si l'âme d'un prince devait pénétrer un savetier, avec les souvenirs du prince, idée d'échange de corps. Douglas Hofstadter et Daniel Dennett, vue de l'esprit. Merci.